Je reconnais maintenant Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de prendre la parole pour la prise en considération du projet de loi numéro 83, loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. Alors, comme je le disais dans mon intervention sur le principe de ce projet de loi, l'écart entre l'intitulé du projet de loi et son contenu est plutôt grand. En fait, quiconque lit cet intitulé, « Loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux », pourrait croire légitimement qu'il s'agit d'un projet de loi avec des dispositions concrètes qui sont susceptibles de favoriser, de faciliter de manière concrète l'exercice de la médecine dans le réseau public, donc de santé et services sociaux. Que c'est un projet de loi qui va véritablement améliorer l'accès aux soins. Par des mesures concrètes, Monsieur le Président, je pense, par exemple, à s'assurer que les hôpitaux dans lesquels les médecins et autres professionnels de la santé pratiquent et où sont soignés nos concitoyens et concitoyennes du Québec, que ces hôpitaux ne tombent pas en ruine, comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, comme l'hôpital de Drummondville, qui tiennent avec la broche. On l'a déjà entendu dans ces murs, Monsieur le Président. On l'a vu, on l'a lu dans les journaux. On l'a vu. Certains d'entre nous se sont rendus sur les lieux et ont constaté l'état des lieux. On en a vu des photos. Alors, ce n'est pas une figure de style dans ces cas-là quand on dit que des hôpitaux tiennent avec la broche. C'est désolant quand on voit un hôpital comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui a toute une faune, n'est-ce pas, avec les chauves-souris, avec les écureuils, avec les fourmis sur les prothèses dentaires. C'est dégueulasse. Alors, on se serait attendu que des mesures concrètes pour prévenir ces situations ou pour corriger ces situations soient incluses dans le projet de loi pour favoriser l'exercice de la médecine dans le réseau public. Des moyens de garder les hôpitaux ouverts en région. Des moyens de permettre aux femmes enceintes d'accoucher près de chez elles, comme dans toute société civilisée. Des moyens de faire en sorte que les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer soient toutes, sans exception, traitées, voire opérées, sans délai. D'une part, pour maximiser leur espérance de vie, les guérir. D'autre part, pour leur éviter le stress, l'angoisse, le désespoir dans certains cas, de l'attente. Réduire donc cette attente insoutenable et le désespoir inévitable qui guette les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Il n'y a rien de tout cela dans le projet de loi, Monsieur le Président. Projet de loi qui vise à favoriser l'exercice de la médecine au sein du réseau public de santé et services sociaux. Le ministre défend son projet de loi en disant que c'est une chose dans un ensemble de choses, que c'est une mesure parmi tant d'autres pour améliorer le système de santé, pour arrêter l'exode vers le privé, pour faire peut-être plus de 500 000 chirurgies par année. Ne nous méprenons pas. Nous partageons ces objectifs. Nous souhaitons tous, autant que nous sommes dans cette Chambre, la population partage ces objectifs. Que tout le monde reçoive sa consultation à temps, que l'accès aux médecins pour les diagnostics soit rapide, pour que l'accès aux spécialistes se fasse tout aussi rapidement, pour que les personnes qui ont besoin de traitement ou d'opération puissent les subir sans délai, pour pouvoir guérir, pour pouvoir mettre fin le plus rapidement possible à cette parenthèse-là dans leur vie, pour avoir une qualité de vie par la suite, pour pouvoir continuer de s'épanouir, de prendre soin de leur famille, d'être avec leurs proches. Bref, c'est une aspiration tout à fait humaine et qu'on s'est donné le droit d'avoir quand le système
a été créée, quand la Régie de l'assurance maladie a été créée. Tous les groupes qu'on a entendus durant les consultations, Monsieur le Président, se sont dit aussi en faveur de l'objectif du projet de loi, mais contre la façon de s'y prendre, contre la façon de faire, contre la méthode coercitive qui est introduite dans ce projet de loi. Une méthode qui, selon leur dire, et ce sont des gens du terrain, une méthode qui ne marchera pas, qui aura des effets pervers, et voire qui pourrait faire le contraire, avoir le résultat contraire de ce qui est demandé, de ce qui est voulu, de ce qui est affirmé par le projet de loi. Le projet de loi veut freiner le départ des médecins vers le privé, mais les gens du terrain craignent le contraire, craignent une érosion du réseau public. La FMOQ, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, nous l'a dit sans embâche durant les consultations et dans son mémoire également. Et aujourd'hui encore, la Fédération des médecins résidents du Québec, la FMRQ, presse le gouvernement de ne pas saper ses propres efforts pour attirer de jeunes praticiens en adoptant de nouvelles contraintes à la pratique, à leur pratique, avec ce projet de loi. Ce projet de loi qui obligera les jeunes médecins à pratiquer, à exercer la médecine au Québec pendant au moins 5 ans dans le réseau public. Je vais me permettre, Monsieur le Président, de faire référence à cet article. La FMRQ presse le gouvernement de François Legault de ne pas saper ses propres efforts pour attirer de jeunes praticiens en adoptant de nouvelles contraintes à la pratique. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. On doit évidemment s'appeler par notre titre. Alors, je comprenais que vous étiez en train de citer un article. D'accord, d'accord. Alors, on va faire acte de prudence pour les prochaines fois. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, si le nom d'un autre élu revient dans l'article, je donnerai son titre plutôt que son nom, mais effectivement, je suis en train de citer un article qui a paru, qui a été publié par l'agence QMI aujourd'hui même à 4h04 du matin. Donc, alors, la FMRQ donc presse le gouvernement du premier ministre de ne pas saper ses propres efforts pour attirer de jeunes praticiens en adoptant de nouvelles contraintes à la pratique, en allusion au projet de loi 83, qui obligerait les jeunes médecins à demeurer au Québec après leur formation. Les solutions mises en place au cours des dernières années commencent enfin à porter concrètement leurs fruits. Ce n'est pas vraiment le temps de ramer à contresens, a déclaré le président de la FMRQ, Ghassan Soufi, dans un communiqué lundi. Nous sommes sur le bon chemin. Il ne resterait plus au gouvernement qu'à retirer les mesures illégales et contre-productives contenues au projet de loi 83, dont celle visant à obliger les jeunes médecins à demeurer au Québec après leur formation, a indiqué le Dr Soufi. Le président de la FMRQ précise que le jumelage pan-canadien a permis jusque-là à plus de médecins résidents de poursuivre leurs études dans les 4 facultés québécoises, alors qu'ils ont le choix de le faire dans 18 facultés de médecine ailleurs au Canada. Lorsque le docteur Soufi fait référence aux mesures qui ont été mises en place ces dernières années et qui portent fruit, ce à quoi il fait référence, c'est au fait que pas moins de 943 médecins résidents entameront leur formation postdoctorale le 1er juillet cette année, alors qu'ils étaient 894 une année plus tôt, donc l'année dernière. Et parmi ces 943 médecins résidents qui entament leur formation postdoctorale cet été, 484 d'entre eux ont choisi la médecine de famille comme spécialité, ce qui est une hausse de près de 6 % et ce qui est une bonne nouvelle. Alors, la crainte de cette fédération, c'est que l'adoption de ce projet de loi va venir, entre guillemets, calmer les ardeurs, c'est-à-dire mettre un frein aux décisions des jeunes médecins de pratiquer au Québec et même de venir étudier, c'est-à-dire d'étudier au Québec, parce que nos meilleurs peuvent aller dans des facultés de médecine à l'extérieur du Québec, ce qui serait vraiment une perte
pour nous, pour l'ensemble de la population québécoise. Ce qu'on nous a dit aussi, M. le Président, durant les consultations, c'est que les médecins vont faire carrière dans le réseau public si on répare le réseau. Et concrètement, ça veut dire, et c'est ce qu'on nous a dit en consultation, remplacer le matériel défectueux, parce qu'il y a des chirurgies qui s'effectuent avec du matériel qui fonctionne de manière intermittente. Rendre les plateaux disponibles avec du personnel, parce que lorsqu'une chirurgie d'une durée prévue de 2 heures commence à 14h15 parce qu'il y a eu du retard accumulé dans la journée, bien, la chirurgie est annulée parce que le personnel doit finir à 16 heures. Je comprends qu'il y a des conventions collectives, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de régler ça dans l'intérêt public pour que les médecins puissent faire les chirurgies tant attendues par les patients, plutôt que de payer des professionnels jusqu'à 16 heures alors qu'ils ne font pas la chirurgie, qu'ils ne participent pas à la chirurgie, qui ne se fera pas. Il me semble qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait là, de très concret qui aiderait à débloquer les choses. Concrètement, ça veut aussi dire, j'y ai fait allusion tout à l'heure, rénover ou remplacer des locaux vétustes et avoir du personnel pour donner des rendez-vous. Parce qu'imaginez-vous, Monsieur le Président, qu'on nous a dit en consultation que dans certains cas, on manque de personnel administratif pour donner les rendez-vous. Les plateaux sont disponibles à certaines plages horaires, certaines dates, les médecins également, l'équipe autour, mais il n'y a pas personne pour donner les rendez-vous. C'est un non-sens. Et je sais que le ministre n'aime pas ça là, plus que moi, là. Mais là où je veux en venir, c'est le fait que le projet de loi ne s'adresse pas à cette problématique-là. Les consultations se sont déroulées le 6 février et le 11 février dernier. Il s'est écoulé 7 semaines, Monsieur le Président, entre la fin des consultations et le début de l'étude détaillée le 1er avril. Personnellement, j'espérais que le ministre avait bien entendu les préoccupations exprimées en consultation et qu'il en avait tenu compte et qu'ils allaient nous arriver avec des amendements pour modifier le projet de loi en profondeur pour aller dans le sens de ce qu'on avait entendu en commission ou alors tout simplement le retirer. Malement pris, le ministre préparait plutôt une liasse d'amendements pour ajouter un nouveau volet au projet de loi, un volet qui n'était pas du tout présent dans le projet de loi initial. Et c'est un volet pour instaurer un nouveau régime temporaire d'autorisation d'exercer la médecine en dehors des cadres du régime public d'assurance maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à l'heure actuelle, un médecin qui souhaite aller travailler dans le privé n'a qu'à donner avis à la RAMQ, à la Régie de l'assurance maladie, qui s'en va travailler dans le privé. Il y a 150 médecins qui font du va-et-vient entre le public et le privé de cette façon-là. Il y a 800 médecins qui sont dans le privé, qui ne sont pas touchés par ce projet de loi-là, qui vont y rester. Alors, le nouveau régime temporaire d'une durée de 2 ans, qui est amené avec les amendements qui ont été déposés pour ce projet de loi, fait en sorte que les médecins qui veulent aller travailler dans le privé, que ce soit pour une semaine, on nous a donné l'exemple, par exemple, de la période estivale où un médecin, par exemple, ne pourrait pas faire de chirurgie ou n'aurait pas les équipes nécessaires pour travailler dans le réseau public, bien, pourrait aller donner un coup de main dans une clinique privée, peut-être qui fait des chirurgies, peut-être à la demande du gouvernement, payées par le gouvernement. Et donc, ce médecin peut aller aider pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être pendant l'été. C'est un des exemples. Ce n'est pas le seul. Il existe d'autres situations, mais c'est un des exemples qu'on nous a donnés. Alors, il faudra que ce médecin, maintenant, au lieu d'aviser la RAMQ qui s'en va faire ça, il faudra qu'il fasse la demande d'autorisation à Santé Québec. Alors, Santé Québec devra évaluer la demande à l'aune de critères qui sont inscrits dans le projet de loi.
et déterminer ensuite si l'autorisation est accordée ou non. Donc, aviser le médecin que oui, il peut y aller ou non. Auquel cas, le médecin aura une dizaine de jours pour faire ses commentaires et puis à ce moment-là, voir si Santé Québec change d'idée ou bien si la décision est toujours la même de ne pas le laisser aller. Alors, la question à se poser là-dessus, et c'est de savoir est-ce que tous les efforts qui vont être mis là-dedans vont porter des fruits. On comprend que c'est pour freiner le va-et-vient, c'est pour empêcher les médecins d'aller dans le public, dans le privé, ou en fait leur rendre la tâche un peu plus difficile pour le faire. Pour assurer un certain contrôle, on comprend ça, mais est-ce que ça va vraiment être efficient au bout du compte? Est-ce que ça va vraiment permettre de réaliser plus de chirurgie ou de voir plus de patients? Parce que si le médecin, dans l'exemple qu'on nous a donné, prend une semaine de congé du public pour aller au privé, donner un coup de main et faire plus de chirurgie, bien, est-ce qu'il va faire toute cette démarche de demande d'autorisation pour une semaine? Peut-être pas. Et là, ce sont les patients qui vont en souffrir parce qu'il y en aura un de moins pour faire les chirurgies qui auraient pu être faites avec une entente là, dans le réseau, pas dans le réseau, mais dans une clinique privée, par exemple. Malgré tout cela, Monsieur le Président, je partage ce qui a été dit par la députée de Marie-Victorin. On a eu de très bonnes séances de travail en commission. L'objectif était de travailler de manière sérieuse sur le projet de loi. On s'est même dit qu'on s'entendait pour ne pas s'entendre, mais on a fait un travail sérieux. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes du ministère qui étaient présentes, les techniciens, les collègues aussi, bien entendu. Et j'en profite, puisque c'est le temps de dire ça durant la prise en considération, qu'on a quand même fait un gain à l'article 1 du projet de loi, c'est-à-dire que le projet de loi original, à l'article 1, prévoyait des amendes qui seront imposées aux médecins, aux jeunes médecins qui ne respecteraient pas, par exemple, les 5 premières années dans le réseau public et qui iraient faire des actes au privé. Alors, les amendes étaient de 20 000 à 100 000 et de 40 000 à 200 000 en cas de récidive. Et c'était décrié par la FMSQ, par exemple, qui voyait ça vraiment comme une sanction inéquitable. Dans son mémoire, la FMSQ, donc, dénonçait les sanctions prévues à l'encontre de ces médecins en cas de violation du nouvel article 27 de la loi sur l'assurance maladie. Les amendes envisagées, donc allant de 20 000 à 100 000 par infraction et doublées en cas de récidive, sont accompagnées d'une interdiction prononcée par la RAMQ d'être rémunérée pour tout service assuré pendant une période de 6 mois. Ces sanctions sont totalement disproportionnées et excessives, représentant les mesures les plus sévères jamais imposées aux médecins en vertu de la loi sur l'assurance maladie. Et à titre comparatif, elles dépassent largement celles appliquées dans d'autres situations. Par exemple, en cas d'exercice illégal de la médecine, les amendes varient entre 2 500 et 62 500 $ doublées en cas de récidive. Et lorsqu'un médecin exige ou reçoit pour un service assuré, donc payé par la RAMQ, une rémunération autre que celle prévue à son entente de rémunération, il est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 $ doublée en cas de récidive. Et donc, l'amendement que j'ai proposé, c'était de réduire au moins ces amendes-là à un niveau qu'on retrouve ailleurs, donc pour que ce soit en cohérence avec l'article 22 de la loi sur l'assurance maladie. Donc, c'est un amendement qui a été accepté par le ministre et je l'en remercie pour les jeunes médecins.
Aussi, dans le fameux régime temporaire dont je vous parlais tout à l'heure, Monsieur le Président, à propos du va-et-vient qu'on veut contrôler des médecins entre le public et le privé, c'est un régime temporaire qui va être en vigueur pendant 2 ans. Et étant donné que c'est un régime temporaire, on n'a pas demandé d'avoir un rapport de mise en œuvre de la loi, puisque ce volet-là, au bout de 2 ans, sera terminé, à moins qu'un futur ministre de la Santé veuille le renouveler. Mais normalement, c'est un régime, en tout cas, qui sera pour 2 ans. Et je salue l'engagement du ministre à publier un tableau de bord sur les données, les statistiques en lien avec l'application de ce volet du projet de loi. Alors, on aura au moins accès aux données, comme d'autres tableaux de bord qui sont accessibles à tous en ligne, pour pouvoir ensuite évaluer si c'est une façon de faire efficiente et aussi, surtout, pour avoir des données sur cette façon de faire. En conclusion, Monsieur le Président, je vous dirais que ce que les médecins nous ont dit à multiples reprises durant les consultations, c'est que dans leurs études en médecine, ils sont formés pour prendre une décision basée sur des faits. Ils établissent un diagnostic après avoir analysé les symptômes présentés par le patient, et puis ils s'attardent à corriger les causes des symptômes et non pas les symptômes. Donc, si j'ai mal à la tête, on ne va pas juste me donner du Tylenol pour m'enlever le mal de tête. On va regarder quelle est la cause de mon mal de tête. Si la cause, c'est du stress, si la cause, c'est la fatigue, si la cause, c'est un problème physiologique, on va me dire, on va traiter la cause. Tu n'auras plus les symptômes, on n'aura plus besoin de traiter les symptômes. Et ici, c'est un peu l'analogie que font les médecins qui sont venus, les fédérations, etc., qui sont venus en consultation, en nous disant, bien, en faisant ça avec ce projet de loi, où on oblige, par des mesures coercitives, les jeunes médecins à travailler pendant 5 ans dans le réseau public, bien, on travaille sur le symptôme étant qu'on en perd des médecins qui vont dans le privé. Mais on ne travaille pas sur la cause, les motifs qui les encouragent à aller vers le privé. On veut décourager les motifs qui les amènent vers le privé. Alors, moi, je pense que les groupes qui sont venus étaient sages en nous disant, au lieu de mettre des ressources et du temps, autant des parlementaires que de Santé Québec, que de la fonction publique, à travailler sur l'instauration de ce régime coercitif, bien, ce temps et ces ressources, pourquoi vous ne les dédiez pas plutôt à continuer de trouver des moyens concrets d'améliorer les choses pour que les médecins aient le goût de faire toute leur carrière dans le réseau public? Parce que les médecins qui sont formés au Québec, ils nous l'ont dit, les fédérations des étudiants nous l'ont dit, ils veulent faire 30 ans dans le réseau public. Ils veulent faire toute leur carrière dans le réseau public. Mais s'ils arrivent dans le réseau public, travailler dans des conditions, comme on a vu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital de Drummondville, ou dans d'autres hôpitaux beaucoup plus neufs, où tout est beau, tout est moderne, mais il n'y a pas de personnel pour pouvoir faire les chirurgies, par exemple, bien, ça les décourage, puis on les comprend. Ça décourage même les patients. Alors, malheureusement, le projet de loi ne vient pas toucher à ces aspects concrets-là. Alors, je vais conclure sur cela, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. Merci, Madame la députée de Lapinière.